Bonjour à tous. Cette semaine, dans ma PRL, on va parler du Japon, des deux Corées et de Taïwan pour finir notre tour des pays d'Asie. On va parler rapidement des sujets de base comme la langue, le climat, la religion et la structure urbaine, et une fois cela fait, on va développer un sujet touchant à chacun de ces pays. On va parler d'abord de la frontière des deux Corées, puis revenir un peu plus longuement sur le millefeuille territorial japonais et le comparer avec la France, et finir par parler de la potentielle indépendance de Taïwan. Commençons donc avec les langues. Au Japon, on parle le japonais et dans les deux Corées, on parle le coréen. Ces deux langues font débat sur leur classement. Certains linguistes considèrent que ce sont deux isolats, c'est-à-dire deux langues isolées proches d'aucune autre langue, contrairement par exemple au français proche des autres langues latines, mais d'autres linguistes considèrent que ce sont des langues altaïques, comme le turc ou les langues d'Asie centrale. À Taïwan, plusieurs langues sont parlées. Les deux langues principales sont le mandarin et le taïwanais qui sont parlés respectivement par 84 et 82% des habitants. Le mandarin de Taïwan, c'est une langue proche du mandarin de Pékin, tandis que le taïwanais est une langue Min, une famille répandue dans le sud-est de la Chine continentale, dans la province du Fujian. Le Hakka taïwanais est une autre langue chinoise parlée par 7% de la population de l'île, principalement dans le nord-ouest. Cette langue appartient à une famille principalement parlée dans la province de Chine continentale du Guangdong. On peut aussi noter la présence résiduelle à hauteur de 1,4% des langues formosanes de la famille des langues austronésiennes, qui étaient les langues des habitants de l'île avant que les Chinois ne viennent s'y installer. Niveau religion, les 4 territoires ont été influencés en partie par le bouddhisme. Les deux Corées sont beaucoup athées même si des reliquats de régions chamaniques persistent et qu'une partie du sud a été convertie au christianisme. Le Japon est aussi relativement peu religieux. La religion principale, c'est le Shinto, une religion polythéiste qui sacralise la nature. Et au final, un japonais peut à la fois prier dans un sanctuaire Shinto, se dire athée, faire un mariage dans une église et avoir des funérailles bouddhistes. Bref, le pays est assez libre au niveau religion et chacun fait ce qu'il veut et tout le monde peut picorer dans chacune des religions. À Taïwan, c'est un peu comme en Chine continentale. La religion traditionnelle chinoise est dominante et elle mélange taoïsme, bouddhisme et confucianisme. Globalement, dans les 4 territoires, il y a une large liberté de culte et au sein d'un même culte, il y a aussi une large liberté. Niveau climat, le tiers sud du Japon ainsi que les côtes du centre, la côte sud de la péninsule coréenne et la côte est de Taïwan ont en commun un climat tempéré subtropical humide. C'est-à-dire que le climat est tempéré et qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver, mais qu'il pleut toute l'année et en été et en hiver. Si on passe de l'autre côté de la chaîne de montagnes taïwanaise, ou que l'on va sur la côte sud de la Corée, on a un climat à peu près identique, à l'exception des hivers qui est une saison sèche, ce qui veut dire qu'en hiver il pleut très peu. Les montagnes taïwanaises ont un climat continental, donc un peu plus froid que sur le reste de l'île, et en fonction du versant, un hiver sec ou humide. Le sud de l'île a un climat de mousson, c'est-à-dire que, étant proche de l'équateur, il n'y a pas d'été ou d'hiver, il fait plutôt chaud toute l'année. En revanche, il y a une saison sèche et une saison humide. Le nord et l'intérieur des terres du centre du Japon, ainsi que la côte ouest et nord-est de la Corée du Sud, ont un climat continental humide, c'est-à-dire un climat plutôt froid, sauf en été, avec des précipitations toute l'année. L'intérieur des terres de la Corée du Sud et la Corée du Nord ont aussi un climat continental plutôt froid, avec un été humide, mais avec tout de même une différence, c'est que l'hiver est une saison sèche. Niveau structure urbaine, on a 4 petits territoires assez denses avec des villes qui sont en général assez proches les unes des autres. Au Japon, la majorité des grandes villes se situent sur la côte sud et forment une sorte de ligne droite, allant de Fukuoka sur l'île de Kyushu à Tokyo sur l'île principale d'Honshu. On appelle cette zone la mégalopole japonaise. On peut toutefois trouver 2 autres grandes villes à l'écart de cette mégalopole, Sendai dans le nord d'Honshu et Sapporo sur l'île d'Hokkaido. À Taïwan, on voit que c'est le long de la côte ouest que se situent les plus grandes villes du pays et qu'il n'y a pas de grande discontinuité entre ces villes. Pour les deux Corées, Séoul, la capitale sud-coréenne, se situe vraiment au centre des grandes villes des deux pays. Plus au sud, on peut distinguer 2 réseaux urbains. Une au sud-est, centrée autour de la ville côtière de Busan, la seconde ville du pays, et une à l'ouest sous forme d'une ligne entre Gwangju et Daejeong. A noter la présence de l'île de Jeju et sa capitale, qui a une aire urbaine de 500 000 habitants, qui est 4 fois plus petite que la Corse, mais pourtant 2 fois plus peuplée. Reste la Corée du Nord, où la plupart des petites villes s'articulent autour de la capitale Pyongyang, située à l'ouest. Mais
plusieurs villes moyennes se sont développées sur la côte est. Ce qui nous amène à notre premier sujet du jour, la frontière coréenne. L'histoire de cette frontière commence en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le nord de la Corée est sous protectorat soviétique tandis que le sud est sous protectorat américain. À cause de la guerre froide, Américains et Soviétiques ne parviennent pas à créer un État coréen indépendant unique, et les élections démocratiques pour élire un président unique est boycottée au nord. Résultat, en 1948, deux États coréens proclament leur indépendance et revendiquent la souveraineté sur l'ensemble de la péninsule, ce qui aboutit à la guerre de Corée en 1950. Après une guerre où la ligne de front a énormément bougé, l'armistice de Panmunjeom est signé, fixant une nouvelle frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Autour de la frontière est créée une zone tampon de 4 km de large qui est démilitarisée. Aujourd'hui, cette zone de 4 km de large est un véritable no man's land, surveillé par près de 400 000 soldats sud-coréens et 700 000 soldats nord-coréens. La Joint Security Area est une zone située sur la frontière, contrôlée par l'ONU et fortement gardée. C'est ici que les représentants des deux régimes peuvent échanger. Aujourd'hui, les relations entre Corée du Nord et Corée du Sud sont en dents de scie. Vers 2002, les relations entre les deux pays s'améliorent, et les deux pays construisent la zone industrielle de Kaesong, située en Corée du Nord, proche de la frontière, où habitants du Sud peuvent commercer avec ceux du Nord. Mais en 2008, les relations se tendent entre les deux pays, et la Corée du Nord met fin au projet. En 2013, la Corée du Nord annonce vouloir rentrer en conflit avec le Sud et procède à plusieurs essais nucléaires. En 2018, les relations s'améliorent et cela aboutira à 3 sommets intercoréens et à une déclaration commune de fin de guerre. Bilan, on est encore loin d'une réunification, mais on peut toujours y croire. Pour le sujet suivant, j'ai envie de parler du millefeuille territorial japonais parce que je trouve qu'il est assez intéressant, surtout quand on le compare à celui de la France. Pour commencer, donnons un peu le contexte. Le Japon est 2 fois plus peuplé que la France, mais sa superficie est 2 fois plus petite. L'échelon le plus petit que l'on trouve dans les deux pays, c'est la municipalité. Néanmoins, s'il y a un peu plus de 1700 municipalités au Japon, il y a 35 000 communes en France. Ouais, les communes françaises sont donc 12 fois plus petites que les communes japonaises et 39 fois moins peuplées. En fait, ramené à la superficie et à la population française, une municipalité japonaise ça correspond à peu près aux EPCI français. Les EPCI, ce sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Bref, les Japonais ont des communes assez grandes et peuplées, ce qui leur permet d'avoir les moyens d'assurer un service public de proximité de qualité. Les grandes villes sont, comme en France, découpées en arrondissements contrôlés par la municipalité. L'échelon principal suivant au Japon, c'est la préfecture. Créée en 1871 par le gouvernement Meiji, en s'inspirant de la méthodologie française pour la création des départements, la philosophie de l'échelon est donc assez proche. Pour rappel, en France, quand on a créé le département, l'idée c'était que chaque Français devait se trouver à au moins une journée à cheval d'une préfecture. C'est donc logiquement qu'en France et au Japon, on se retrouve avec des départements de taille à peu près égale avec une ville moyenne ou une grande ville au centre. À l'exception peut-être des départements dont la préfecture se trouve en bord de mer. En effet, avec cette méthodologie, une zone située normalement à une journée à cheval de la préfecture va être sous les eaux, et donc un département ayant une préfecture en bord de mer devrait être un peu plus petite. Si jamais on compare les départements de la France métropolitaine avec les préfectures japonaises sont en moyenne 1,4 fois plus grandes en superficie que les départements français. Peut-être que leurs chevaux étaient plus rapides, je ne sais pas. D'ailleurs, si on prend en compte qu'en proportion, beaucoup plus de préfectures japonaises sont en bord de mer, ce chiffre est encore plus étonnant. Mais si on y réfléchit, le fait que les préfectures japonaises soient plus étendues, c'est logique. En effet, les préfectures japonaises n'ont pas été dessinées à la même époque que les départements français, et les moyens de locomotion étaient donc un peu différents. L'époque où on a dessiné les préfectures du Japon correspond d'ailleurs à peu près au début du chemin de fer au Japon. Il est donc logique de ne pas se baser sur le temps de déplacement à cheval, mais sur des moyens de locomotion plus modernes pour dessiner les préfectures. Et c'est peut-être ça le souci en France. On garde un échelon territorial créé avec une méthodologie très pertinente, mais basé sur un moyen de transport qui n'est plus vraiment d'actualité. Le dernier échelon d'importance au Japon, c'est la région. Ce n'est pas un échelon qui est vraiment officiel sur le plan administratif. Par contre, c'est un échelon qui est très souvent utilisé dans la vie de tous les jours. Et franchement, si je devais dessiner moi-même les régions du Japon, je crois que j'aurais fait à peu près pareil.
Déjà, le Japon est constitué de 4 îles majeures, une principale, Honshu, qui possède 5 régions, et 3 autres îles, Shikoku, Hokkaido et Kyushu, qui naturellement ont chacun une région. Bref, il paraît normal de tenir compte de cette spécificité pour nos régions. Les 5 régions d'Honshu s'articulent chacune autour d'une des 5 grandes villes de l'île. Bon déjà, prenons le cas de la plus grande ville du Japon, Tokyo. Les préfectures qui appartiennent en partie à l'agglomération de Tokyo font toute partie de la région de Kanto, et uniquement ces préfectures-là en font partie. On a donc une région uniquement composée des préfectures de l'agglomération de Tokyo. Pour la seconde ville du pays, Osaka, c'est à peu près le même délire. L'agglomération Osaka-Kobe-Kyoto compose quasi exclusivement la région du Kansai, et la seule préfecture incluse dans la région qui ne fait pas partie de l'agglomération est la préfecture de Mie qui est incluse pour éviter de couper en deux la péninsule de Kii. Le souci, c'est qu'elle fait plutôt partie de l'agglomération de Nagoya, la troisième ville du pays. L'arbitrage entre les deux régions peut donc être un peu compliqué. Et cela nous amène à la troisième région d'Honshu, le Chubu, dont la principale ville est Nagoya qui, avec ses 11 millions d'habitants, vaut presque la population de l'aire urbaine de Paris. On est donc toujours sur une très grosse ville. Grosso modo, la région de Nagoya regroupe les préfectures plutôt montagneuses qui sont situées entre Tokyo et Osaka, les deux plus grandes villes du pays. Les 4e et 5e aires urbaines du pays, Fukuoka et Sapporo, se situent respectivement sur Kyushu et Hokkaido et ont chacun leur région. Les deux dernières régions sont situées aux deux extrémités de l'île d'Honshu et ont chacun une grande ville. Hiroshima à l'ouest pour la région du Shugoku et Sendai au nord pour la région du Tohoku. La population de ces deux villes correspond à peu près à l'aire urbaine de Marseille. Si les deux régions sont plutôt cohérentes, j'ai une petite hésitation pour la préfecture de Niigata rattachée à Nagoya, qui est plus proche en distance de Sendai, mais qui semble tout de même historiquement plus proche culturellement de la région de Nagoya. Donc, au final, pour résumer les régions japonaises, il y a une région pour chacune des 3 îles moyennes, une région aux 2 agglomérations les plus importantes de l'île principale, une région entre les 2 agglomérations les plus importantes et 2 autres régions aux extrémités de l'île, s'arrêtant aux 2 agglomérations les plus importantes. On a donc des régions très cohérentes sur le plan géographique. En France, on a aussi des régions qui, elles aussi, cherchent à faire correspondre la région à une structure urbaine ou à une identité culturelle d'un territoire, mais il y a toutefois beaucoup d'imperfections qui devraient être corrigées. Et ce n'est pas nos amis bretons qui vont dire le contraire. Passons maintenant à la dernière partie de la vidéo, et on va parler de Taïwan. Alors j'avais déjà parlé de l'histoire de Taïwan dans ma vidéo sur la Chine. Pour rappel, à la suite de coups d'État, la Chine est coupée en deux. D'un côté la Chine continentale gouvernée par le Parti communiste et de l'autre Taïwan gouvernée par les nationalistes qui deviendra plus tard une démocratie au suffrage universel. Donc, actuellement, le gouvernement chinois et le gouvernement de Taïwan continuent de revendiquer la totalité des deux Chines. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre le sujet et non pas de vous parler du passé de Taïwan mais de son futur. On va essayer de faire la liste des potentielles évolutions de la situation actuelle, et je dirais qu'il y a 4 possibilités d'évolution. La première est celle que je trouve la plus probable, c'est le statu quo. Les deux gouvernements continuent de se considérer comme faisant partie d'un seul et même pays, mais gouvernent chacun dans son coin sur le territoire qu'ils contrôlent. La seconde possibilité, c'est l'annexion de Taïwan par la Chine, ce qui pourrait impliquer que Taïwan se fait lâcher par l'Occident par peur de la Chine. La troisième possibilité, c'est un soulèvement général de la Chine renversant la dictature capitaliste du Parti communiste chinois, permettant aux deux nations de se réunifier sous une idéologie politique commune. Et la dernière solution, qui à mon sens est la plus intéressante à étudier mais peut-être aussi la moins probable, c'est l'indépendance de Taïwan. Alors techniquement, une déclaration d'indépendance, ça ne changerait pas grand chose à la manière dont est gouverné Taïwan, puisque le gouvernement taïwanais est déjà entièrement indépendant du gouvernement de Pékin. La décision serait donc purement symbolique, car cela impliquerait que Taïwan arrête de revendiquer la Chine continentale et ne se considérerait plus comme étant chinois. Et ça a beau être symbolique, le Parti communiste chinois est complètement contre et refuse de couper officiellement la Chine en deux et menace Taïwan d'intervenir militairement si elle déclarait son indépendance. On a donc des Taïwanais qui ne se sentent plus vraiment chinois et qui sont indépendants dans les faits, mais qui n'osent pas déclarer officiellement leur indépendance par peur de se faire raser par la Chine. Du coup, malgré que le parti indépendantiste taïwanais est au pouvoir, le pays n'a pas encore déclaré son indépendance. Et on verra en janvier si les indépendantistes vont encore gagner les élections et si jamais cela va aboutir à une déclaration d'indépendance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez envie de voir le parti communiste chinois rager en cas de déclaration d'indépendance de Taïwan, vous pouvez le dire dans les commentaires.